Dans un coin oublié du sud de la France, un vent chaud glissait entre les collines poussiéreuses d'un petit village perdu. Ce vent portait avec lui des secrets, des murmures anciens, et les premiers cris d'un enfant qui, des années plus tard, allait défier le monde des idées et de la morale. Cet enfant, c'est Alain Solar. Voici l'histoire d'un homme que rien ne prédestinait à devenir une figure controversée, admirée par certains, haïe par d'autres. Mais avant l'intellectuel, avant le polémiste, il y avait un enfant. Un enfant silencieux, observateur, qui rêvait déjà de comprendre le monde et de le défier. Alain naquit un soir d'orage. Sa mère disait souvent que le tonnerre avait marqué son destin. Pendant que la pluie s'abattait sur les toits du hameau, une sage-femme accourait, pieds nus dans la boue, portant une lampe à huile qui tremblait sous les rafales. Dans la petite maison aux murs fissurés, on entendit un cri bref, puis plus rien. Le silence. L'enfant ne pleurait pas. Il observait déjà. Ce fut le début d'une vie faite de silence, de regards lourds et de mots pesés. Son père, ouvrier maçon, parlait peu. Il rentrait chaque soir avec les mains couvertes de poussière de pierre, le dos courbé, mais le regard fier. Sa mère, elle, lisait. Des livres de poètes oubliés, des journaux qu'elle achetait en cachette. Elle disait souvent « Les mots sont des armes, Alain. Ne les gaspille pas ». Ces mots allaient s'imprimer dans l'esprit du jeune garçon, plus fort que n'importe quelle prière. Pendant que les autres enfants jouaient au ballon dans les ruelles, lui restait assis, observant les conversations, les disputes, les rires. Il apprenait déjà à décoder la comédie humaine. À l'école communale, Alain n'était pas un élève comme les autres. Les professeurs voyaient en lui un garçon distrait, insolent parfois, mais d'une intelligence rare. Il répondait trop vite, posait des questions que personne n'attendait, dérangeait les certitudes. Un jour, sa maîtresse écrivit à ses parents. « Votre fils est brillant, mais incontrôlable. Il ne supporte pas l'autorité. » Ce mot allait devenir une prophétie. Vers l'âge de 12 ans, Alain découvrit quelque chose qui allait changer sa vie, la lecture interdite. Dans le grenier de son grand-père, il tomba sur une caisse pleine de livres jaunis, des essais politiques, des manifestes, des romans bannis. Il ne comprenait pas tout, mais il savait que ces pages portaient une force qu'on cherchait à lui cacher. Chaque soir, à la lueur d'une bougie, il lisait en cachette. Les mots devenaient des éclats de lumière dans sa tête. Le monde n'était plus seulement un village. Le monde était un mensonge à comprendre et à démasquer. Un soir, sa mère entra dans le grenier sans bruit. Elle le surprit, plongé dans sa lecture. Au lieu de le gronder, elle s'assit près de lui et dit doucement « Si tu veux comprendre le monde, écoute aussi les silences des gens. C'est là que se cachent les vérités. » Ces mots restèrent gravés en lui. C'est peut-être là que naquit son obsession, comprendre ce que les autres taisent. L'année de ses 14 ans, la famille Solar dut quitter le village. Le père venait de perdre son emploi après un accident sur un chantier. Les temps étaient durs. La famille se replia vers la banlieue d'une grande ville industrielle, où le béton remplaçait les champs et le bruit des voitures effaçait le chant des cigales. Pour Alain, ce fut un choc. Le monde qu'il découvrait n'avait plus la simplicité du village. Ici, les gens parlaient fort, les murs étaient gris, et les regards semblaient fatigués. Il observait tout, en silence, une fois encore. Là-bas, dans ces cités bétonnées, Alain allait faire l'expérience de la réalité sociale. L'école n'était plus un lieu d'apprentissage, mais un champ de survie. Il apprit vite que l'intelligence pouvait être une arme, mais aussi une faiblesse. Ceux qui pensaient trop étaient exclus, moqués, parfois battus. Alors il apprit à se taire, à observer plus encore, à jouer le jeu sans s'y perdre. Un soir, il écrivit dans un vieux cahier. « Le monde punit ceux qui comprennent trop tôt. » C'est au lycée que la révolte intérieure d'Alain commença à prendre forme. Il découvrit la philosophie comme d'autres découvrent la guerre. Nietzsche, Camus, Marx, Arendt, autant de noms qui devinrent pour lui des phares dans la nuit. Pendant les cours, il gribouillait dans ses cahiers des phrases qui ressemblaient à des défis. Penser, c'est désobéir. Son professeur de littérature, M. Lenoir, remarqua vite cette flamme. Un jour, après un exposé brillant, il lui dit « Solar, vous êtes un esprit dangereux. Pourquoi ? Parce que vous posez les questions que les autres n'osent même pas formuler. » Mais à la maison, la situation empirait. Le père, diminué, supportait mal la pauvreté et le chômage. Les disputes éclataient de plus en plus souvent. Un soir, dans la cuisine étroite, Alain osa lui dire « Pourquoi tu te plains ? Tu pourrais lire, apprendre, t'instruire. » Le père frappa du poing sur la table. « Moi, je n'ai pas le temps de penser. J'ai travaillé toute ma vie pour que tu manges. » Ce soir-là, Alain comprit que la culture pouvait séparer autant qu'elle unit. Il monta dans sa chambre et écrivit
Entre ceux qui pensent et ceux qui peinent, il y a une guerre silencieuse. À 17 ans, il prit une décision, partir. Quitter la maison, la cité, la misère morale et matérielle. Il voulait voir le monde, affronter la vérité de face. Un matin d'hiver, sans prévenir, il prit un sac, quelques livres, et partit à pied vers la gare. Le train l'emmena loin, vers la capitale. Vers un nouveau commencement, vers l'inconnu. Il ne le savait pas encore, mais ce voyage allait marquer le début d'une longue ascension, et d'une chute encore plus vertigineuse. Paris, à la fin des années 1980, était une fourmilière bouillante. Les néons, les journaux, les cafés littéraires, les débats politiques dans les bars enfumés. Alain découvrit une autre France, celle qui parle beaucoup, mais agit peu. Dans les librairies du quartier latin, il passait des heures à lire debout, faute de pouvoir acheter les livres. Il dormait parfois dans des chambres minuscules, parfois sur un banc. Mais dans sa tête, une certitude brûlait. Un jour, ils m'écouteront tous. C'est dans un petit café du 5e arrondissement qu'il rencontra deux hommes qui allaient changer sa trajectoire. Un vieux journaliste à la retraite et un libraire anarchiste. Le premier lui apprit le goût de la rigueur, le second, celui du doute. Il lui disait souvent « Tu veux comprendre le monde ? Regarde d'abord qui le raconte. » Ces mots, il ne les oubliera jamais, car ils contenaient déjà la racine de tout ce qu'il allait devenir. Les premiers mois à Paris furent durs. Alain travaillait comme serveur dans un café le jour et écrivait la nuit sur une vieille machine à écrire qu'il avait trouvée d'occasion. Le bruit sec des touches était devenu la bande sonore de ses insomnies. Il observait la ville. Ses contrastes, sa beauté froide, ses injustices silencieuses. Les riches qui débattaient de morale autour d'un verre de vin cher. Les pauvres qui cherchaient une place au chaud sous les ponts. Un soir, dans un carnet, il nota « Ce que je vois ne colle pas à ce qu'on nous enseigne. Le monde n'est pas divisé entre bons et méchants. Il est divisé entre ceux qui dorment et ceux qui se réveillent. » Chaque page qu'il noircissait était une vengeance. Une revanche contre la pauvreté, contre le mépris, contre l'injustice. Il écrivait pour comprendre, mais aussi pour se sauver de lui-même. Ses premiers textes parlaient de solitude, d'orgueil, de désillusion. Il y mêlait philosophie et rage, beauté et désespoir. Peu à peu, l'enfant silencieux devenait un homme de mots. Mais il ne trouvait pas encore de voix pour les publier. Dans un monde saturé de discours, il n'était qu'un murmure. Pour survivre, Alain acceptait tous les petits boulots. Café, déménagement, distribution de tracts politiques. Dans les coulisses du monde étudiant et militant, il découvrit une autre hypocrisie, celle des idéaux déformés par l'ambition. Il vit des gens parler de justice tout en méprisant les plus faibles. Il entendit des discours révolutionnaires tenus dans des salons bourgeois. Ce double visage du monde le marqua profondément. Il écrivit dans son journal « Le pouvoir ne se conquiert pas, il se travestit. Ceux qui crient pour la liberté finissent souvent par la vendre. » Un soir, au détour d'un café littéraire, il rencontra Claire. Étudiante en philosophie, passionnée d'art et de politique, elle fut la première à lire ses textes. « Tu n'écris pas, lui dit-elle, tu dissèques l'âme humaine. »« L'âme est un mensonge, répondit-il, mais j'aime en trouver les fissures. » Elle devint sa confidente, sa lectrice, son miroir. Ensemble, ils passaient des nuits entières à débattre de tout, Dieu, la morale, la société, le destin. Mais plus Alain cherchait à comprendre, plus il s'éloignait d'elle. L'amour, chez lui, se heurtait toujours à l'idée. Un matin, Claire partit sans prévenir. Elle laissa sur la table d'une lettre courte. « Tu cherches la vérité, moi je cherche la paix. Nos chemins ne se croisent plus. » Ce jour-là, Alain ne dit rien. Il resta assis pendant des heures, fixant le vide. Puis il prit une feuille et écrivit d'une traite son premier essai. La vérité ne se trouve pas, elle se forge dans la douleur. C'était un cri, une déclaration de guerre aux mensonges du monde. Il ne le savait pas encore, mais cette page allait être la première d'une longue bataille contre l'hypocrisie intellectuelle et morale de son époque. Pendant des mois, il travailla sans relâche sur ce texte. Il y parlait de la souffrance comme d'un feu purificateur, du courage de penser contre tous et du refus de plaire. Il envoya le manuscrit à plusieurs maisons d'édition, sans réponse. Puis un jour, une lettre arriva. Une petite maison indépendante acceptait de publier son essai. Il ne toucha presque rien, mais pour lui, c'était une victoire symbolique. Sa voix allait enfin exister. Dans un café, il leva son verre seul et murmura « Ce n'est qu'un début ». Quand son livre sortit, peu de gens y prêtèrent attention. Quelques critiques le trouvèrent brillant, d'autres arrogant. Mais dans les cercles marginaux,
On commença à parler de ce jeune inconnu au ton tranchant. Ses phrases dérangeaient, ses idées choquaient, mais son style fascinait. Les premiers débats arrivèrent. Certains l'accusaient d'être trop radical, d'autres le voyaient comme un souffle neuf. Alain, lui, observait, silencieux comme toujours. Il savait que le tumulte n'était que le prélude d'une tempête plus grande. Un soir, en marchant sur les quais de Seine, il se dit que plus rien ne serait jamais simple. Il avait touché du doigt la reconnaissance, mais aussi le rejet. Il avait compris que penser librement avait un prix. Ce prix, il était prêt à le payer. Le vent soufflait fort ce soir-là. Il leva les yeux vers les lumières de la ville et murmura « Que le monde me déteste, s'il le faut, mais qu'il m'écoute ». Ainsi s'achevait l'enfance d'Alain Solard, non pas dans les larmes, mais dans la lucidité. Ce que le monde ignorait encore, c'est que ce jeune homme, né dans le silence et nourri par la colère, allait bientôt devenir une voix qui dérange. Une voix qui allait chercher la vérité là où personne ne voulait la voir. Dans le prochain chapitre, l'ascension d'Alain Solard, de l'écrivain marginal à la figure publique.